Bonsoir professeur. Bonsoir. Alors professeur, vous n'êtes pas sans savoir que 4 membres du bureau politique de l'UFC ont été l'objet d'une exclusion. Et parmi les 4 se trouve un élu du peuple, en la personne de Djimon Hori. Alors, qu'est-ce qui peut arriver à ce dernier une fois qu'il a été exclu du parti qu'il avait présenté aux élections du 25 juillet dernier? En principe, par rapport à son mandat, il n'y a aucune incidence en tenant compte du système togolais. Le député est élu donc, sur une liste donnée, et même s'il quitte le parti, bien évidemment, cela ne met pas fin à son mandat. Et il peut quitter son parti probablement pour des questions d'opinion. Et la liberté d'opinion est garantie par notre Constitution. Et il n'y a pas de corrélation directe entre son exclusion du parti et son mandat parlementaire. Par contre, si le député lui-même, estimant qu'ayant été élu sur une liste donnée et n'étant plus en harmonie avec ce parti, il décide de laisser tomber également son mandat, dans ces conditions, il faudrait qu'il démissionne de lui-même en bonne et due forme. Voilà. Oui, Président, professeur, nous savons que l'UFC n'a pas un groupe parlementaire. L'UFC, elle, non inscrit à l'Assemblée. Alors, le député en question peut devenir indépendant ou s'aligner, adhérer à un autre groupe parlementaire. Effectivement, s'il décide donc dorénavant de rejoindre un autre groupe parlementaire et que le groupe parlementaire auquel il souhaiterait adhérer n'y trouve pas d'inconvénient, et il n'y a aucun problème qu'il puisse rejoindre un autre groupe parlementaire. Donc l'exclusion du député donc, de son parti politique n'a pas d'incidence directe sur son mandat parlementaire. Et si le même dossier se trouvait sur la table de la Cour constitutionnelle, va-t-elle rendre la même décision que celle qu'elle a rendue en 2010 dans les affaires des 9 députés proches de l'ANC? Il faut faire 2 précisions. La première d'abord, c'est que, et pour l'instant, je ne sais pas si c'est exactement la même situation, étant entendu qu'on avait estimé que les autres avaient démissionné. Et vous avez vu qu'il y a eu une succession d'erreurs à l'époque. L'Assemblée nationale qui s'était très mal comportée et ensuite la Cour constitutionnelle également qui s'était mal comportée. Bon. Et il faudrait probablement que les mêmes situations se reproduisent avant qu'on puisse en arriver à la situation des députés donc, de l'ANC. Mais à supposer même que les mêmes circonstances se créent, je crois que la Cour constitutionnelle togolaise suppose que ceux qui sont là, ils sont intelligents. Ils ne vont plus se mettre dans la même posture que ce qu'ils avaient fait. Cette erreur qui a été une faute grave qui avait été commise. Et vous avez vu la position de la Cour de la CEDEAO. Et je crois que ils avaient humilié le peuple togolais. Ils ont humilié les institutions togolaises. Et je crois qu'ils feront preuve de prudence parce que si on commet 2 fautes graves, on reproduit la même faute grave, alors ce serait en ce moment une bêtise. Oui, alors professeur, dans les 2 cas, quelles seront les conséquences? En réalité, ce que je voudrais dire, c'est que pour que M. Djimon Hori puisse être exclu de l'Assemblée, disons pas exclu, il faut qu'il démissionne en bonne et due forme. Cela voudrait dire qu'il faudrait que lui-même adresse en ce moment une lettre au président de l'Assemblée nationale sur sa démission et que cela fasse l'objet d'une discussion. Et si cette démission est confirmée, bon, il perd son mandat et en ce moment, celui qui le suit sur la liste prendrait sa place. Mais à supposer qu'il ne démissionne pas, alors il continue son mandat. Mais à supposer une fois encore que l'affaire arrive au niveau de la Cour constitutionnelle, où n'ayant pas démissionné en bonne et due forme, on transmet une démission, encore une prétendue démission, et
cela voudrait dire bien évidemment qu'on assistera encore à un procès, comme ce fut le cas dans le cadre des députés donc, de l'ANC qui avaient été indûment exclus du Parlement. Oui, professeur, tout à l'heure, vous faisiez allusion aux deux cas que ce ne sont pas les mêmes à peu près. Mais cette fois-ci, les députés de l'UFC en 2013 ont signé encore le fameux document de démission. Écoutez, vous savez, avant d'être élu, on ne peut pas signer un document estimant qu'on peut démissionner ou on est censé démissionner par anticipation. Et en droit, il est vrai, on dit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Encore faut-il que ces conventions aient été légalement formées. En d'autres termes, si nous prenons l'objet de cette convention, qui est un mandat parlementaire, ce mandat parlementaire ne peut pas faire l'objet donc d'un contrat, et d'un contrat antérieurement même à l'élection de cette personne. Et renoncer par anticipation à un mandat alors que vous n'êtes pas encore élu. Et on pourrait même dire que l'objet donc de ce contrat est hors commerce. Le mandat parlementaire ne peut pas faire l'objet d'une transaction et dans le cadre d'un contrat où on pourrait démissionner par anticipation. Donc une telle convention est totalement nulle. Elle est nulle et je crois que nous avons déjà adopté les mêmes positions s'agissant des députés de l'ANC. Ils n'ont jamais démissionné, étant entendu que même s'ils avaient écrit cette lettre, et cette lettre n'a aucune valeur juridique. Voilà. Oui, alors, professeur, s'il arrivait que le député en question soit exclu de l'hémicycle, alors quelles seront les voies de recours qu'il peut toutefois entreprendre? Et étant entendu que on dit les décisions de notre Cour constitutionnelle ne font pas l'objet de recours, au moins sur le plan interne, donc on doit prendre encore les mêmes scénarios au niveau de la Cour, disons la Cour des droits de l'homme, donc de la CEDEAO. Et malheureusement, et ce serait encore exposer les insuffisances de nos institutions devant la communauté internationale. Professeur, qu'est-ce que c'est qu'un mandat impératif? Vous savez, lorsque nous parlons d'abord d'un mandat, dans le langage juridique courant, on assimile, on rapproche le mandat à ce qu'on appelle la procuration, qui est un pouvoir qu'on donne à une personne de faire quelque chose en son nom et pour son compte. Donc c'est une représentation. Donc c'est ça d'abord un mandat, le pouvoir de faire quelque chose et pour le compte d'une autre personne et en son nom. Okay. Maintenant, si nous revenons donc sur le plan politique, ce mandat, si vous voulez, mandat des députés, c'est qu'ils sont par exemple élus donc comme étant représentants donc de ceux qui les ont élus, représentants de leurs électeurs. Donc on suppose que ces électeurs leur ont donné le pouvoir de faire quelque chose en leur nom. Donc il y a mandat. Mais la question, le problème qui se pose maintenant, c'est de savoir si ces instructions qui sont données par ces électeurs doivent être considérées comme obligatoires, impératifs, et liant en quelque sorte le député qui serait obligé dans ces conditions de se conformer aux instructions données par les électeurs. Voilà, ce serait dans ce cas un mandat impératif. Mais en réalité, le député étant considéré plutôt comme représentant donc, de toute la nation du peuple, on admet que le mandat donné n'est pas un mandat impératif. En d'autres termes, les instructions qui sont données par les électeurs doivent pas être considérées comme des instructions impératives qui s'imposent au député qui est obligé de s'y conformer. Qu'est-ce que c'est qu'un député? Un député, si vous voulez, c'est un représentant du peuple. Et vous savez que c'est un membre du pouvoir législatif, puisque dans l'organisation de l'État, nous avons le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Mais le pouvoir législatif est représenté par des députés qui sont élus, donc suivant différents modes, donc élus à l'Assemblée nationale. Et au Togo, pour l'instant,
n'avons donc pas de Sénat, donc notre pouvoir législatif est constitué donc par l'Assemblée nationale, et donc ce sont ceux-là qui sont élus à l'Assemblée nationale qui sont considérés, qui sont donc nos députés. Et alors, quelqu'un peut exclure un député? En réalité, il n'est pas possible d'exclure un député. Et il faut quand même nuancer en disant que on peut par exemple lever d'abord l'immunité parlementaire d'un député qui est soupçonné d'avoir commis, si vous voulez, une infraction ou un crime. Et lorsque on lève cette immunité parlementaire, c'est pour permettre que la justice continue son cours. Si la justice continue son cours et il venait à être condamné, suite à cette condamnation, donc maintenant, il pourrait en ce moment perdre son mandat. Et donc, on ne peut pas dire qu'il a été exclu, il a perdu son mandat à la suite d'une déchéance parce qu'il a été condamné. Mais abstraction faite de cette situation, et on ne peut pas donc exclure un député comme si on excluait un étudiant ou un élève d'une école. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie.